Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. C'était il y a un an, une image qui restera historique. Emmanuel Macron traversant à pied la cour du Louvre. Emmanuel Macron, élu à l'âge de 39 ans, le plus jeune président de la Ve République, à l'issue d'une campagne à rebondissement, une campagne qui a laissé des traces encore aujourd'hui. Alors, un an après, qu'est-ce qui a changé? Comment les Français et les Normands ont-ils vécu cette première année sous la présidence Macron? Eh bien, on va en parler. On va même ouvrir le débat aujourd'hui avec nos invités. Bruno Questel pour La République En Marche. Bonjour. Bonjour. David Margueritte pour Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Céline Brulin pour le Parti communiste. Bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Camoin pour le Front National. Bonjour. Et merci d'avoir tous les quatre accepté notre invitation. Un coup d'œil sur ce sondage d'abord, sondage BVA paru ces jours-ci. L'action du chef de l'État est jugée positive pour 45% des Français, négative pour 55% d'entre eux. Et puis 4 Français sur 10 sont prêts à attendre pour juger. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, nous sommes allés vous poser la question. Écoutez. Je trouve que l'image elle est beaucoup mieux maintenant que quand elle était avec d'autres présidents comme Hollande avant. J'ai l'impression que lui, il va passer en force. Il y a quelqu'un qui lui a dit une fois que votre mouvement s'appelle En Marche, mais vous qui s'appelle En Force. Mais c'est vrai, il passe en force. Arrêtons toutes ces salades là avec M. Wauquiez et tout ça et Mme Le Pen. Et il faut faire confiance à Macron puisqu'il a été élu. Il faut lui laisser le temps. J'en pense pas des bonnes choses par rapport aux retraites des grands-mères. Donc j'ai ma mamie qui est hospitalisée et ils lui prennent à peu près 80 € en plus. Depuis que Macron est passé, j'ai l'impression que les banques jouent encore plus avec l'argent des gens qui en ont besoin. Nous, on attend de voir, c'est des choses concrètes, quoi, sur notre pouvoir d'achat, sur des choses comme ça. Ah oui. Voilà. Après, c'est ce que vous leur demandez là. C'est ce que l'ensemble des Français attend, je pense. Il a pris la France dans un état un petit peu pitoyable, donc il a encore 4 ans pour nous montrer ce qu'il peut faire. On espère. Voilà, il a encore 4 ans pour nous montrer ce qu'il peut faire. Bruno Questel, je le disais, vous êtes député La République En Marche de l'Eure. Quel est votre regard justement sur l'action du président de la République? Il faut lui laisser le temps, c'est ça? C'est ce que vous dites aussi? Sauf erreur de ma part, le mandat il dure 5 ans. Et c'est à l'aune de celui-ci, 2022, qu'il sera jugé s'il devait solliciter une reconduction de ses fonctions devant le peuple français. Ça fait aujourd'hui 1 an, effectivement, qu'il est élu. On ne va pas aujourd'hui considérer que c'est un échec ou une réussite. Il y a encore 4 ans à travailler. Il y a encore 4 ans pour réformer ce pays. David Margueritte, est-ce que vous avez le même regard sur cette année passée à la présidence? Alors, qu'il faille laisser du temps, en effet, pour tirer des bilans. 1 an, c'est un peu trop tôt pour tirer un bilan, pour dresser un bilan, mais c'est incontestablement suffisant, en revanche, pour avoir une idée assez précise d'un style. Moi, je me rappelle, il y a 1 an, on nous disait que c'était l'émergence d'un nouveau monde. On nous disait que finalement, le parti unique, c'était une forme de pensée unique où on pourrait réformer sans clivage et avec un enthousiasme quasi spontané. Ce n'est pas la réalité aujourd'hui de ce qui se passe. On entendait tout à l'heure un Normand dire qu'il attendait du concret. Je crois qu'on attend en effet du concret. Le style d'Emmanuel Macron, c'est en effet une forme d'arrogance, parfois une certaine brutalité aussi dans cette façon de réformer. Des concertations qui sont organisées, et pour en avoir vécu une de très près, celle de l'apprentissage avec Hervé Morin, et de la formation professionnelle, ce sont des fausses concertations. Il n'y a pas de co-construction des politiques publiques. Aujourd'hui, il y a en effet du passage en force et une méfiance généralisée à l'égard des territoires. Passage en force, est-ce que vous êtes d'accord les uns et les autres? Emmanuel Camoin, est-ce que le style Macron, c'est, quand on voit le rythme des réformes, on va y revenir, on y va à fond? C'est surtout, le style Macron, c'est surtout du style communication. Et on le voit très bien dans votre sondage. Vous nous expliquez que 45% des gens sont mécontents et 55% sont contents. En réalité, vous marquez en dessous, 4 personnes sur 10 attendent pour se prononcer. Mais est-ce qu'il ne faut pas laisser du temps justement à un président qui est élu depuis 1 an? Aujourd'hui, avec ce type de sondage, vous laissez l'impression qu'une partie des Français sont contents de ce qui se passe. En fait, c'est pas du tout le cas. Le sondage est complètement biaisé. Les gens ne se sont pas prononcés. On est dans un système où M. Macron a fait beaucoup de promesses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans un système de marchandisation de la société. On est en train de perdre tous nos avantages au niveau des services publics. Tout ça pour pouvoir collecter de l'impôt et pour pouvoir dépenser
diminuer les dettes de l'État, tout ça sous les instructions de l'Union européenne. Céline Baudin, pour le Parti communiste, votre regard justement sur cette année Les Français et les Normands Macron. découvrent, je dirais, les uns après les autres et dans des catégories de plus en plus diverses, qu'on a affaire à un président des riches qui a diminué l'impôt sur la fortune, qui a diminué les taux d'imposition sur les dividendes, alors qu'on découvre aujourd'hui que la France est championne d'Europe, voire du monde, de distribution des dividendes, et qu'en parallèle de ça, la CSG a augmenté pour les retraités, que le pouvoir d'achat des salariés risque de diminuer avec les ordonnances loi travail. On voit ce qui se passe chez PSA, par exemple, où on va demander aux salariés de travailler plus pour gagner moins, où on diminue les APL pour les familles modestes, et où récemment, Emmanuel Macron dit dans un journal qui s'adresse au marché financier qu'il envisage de supprimer ce qu'on appelle l'exit tax, qui avait été mise en place par Sarkozy, qui n'était pas connu pour être le plus gauchiste de deux services, qui visait à sanctionner ceux qui voulaient changer de domicile fiscal pour échapper à l'impôt. Style Macron, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Bruno Questel, quand on dit c'est le président des riches, c'est l'hyper-président, il n'est pas proche du peuple, ce sont des critiques que vous entendez, ça, qui vous reviennent. Ce sont des éléments de langage qui sont relayés. Ce sont des faits, ce sont des décisions qui ont été prises. Je ne vous ai pas interrompu. Mais la prochaine fois que vous prendrez la parole, je ne manquerai pas de le faire. Et on peut reconnaître, par exemple, au Premier ministre d'assumer complètement cette politique-là, et je suis surprise que... J'ai pas compris, moi, que le président de la République... moi, je suis complètement solidaire et j'ai aucun état d'âme. Et je ne vis pas, effectivement, toujours le nez dans le rétroviseur, avec la nostalgie des années 50-60, de l'après-guerre, on dirait pas, à vous entendre, et de la pleine croissance. Voilà. La réalité concrète vécue par les Français, c'est en particulier la réalité vécue par les retraités. 8 millions de retraités aujourd'hui sont concernés par des augmentations significatives de CSG et parmi les plus modestes, entre 25 et 50 euros par mois. La réalité, c'est celle connue aussi par les automobilistes qui, depuis le mois de janvier, certes, il y a le paramètre de la flambée du pétrole, mais il y a un paramètre très fort également sur la fiscalité. La réalité, c'est celle d'un président qui, en effet, il faut lui laisser du temps, mais qui a une forme d'arrogance. Et cette arrogance, aujourd'hui, elle se traduit notamment à l'égard des territoires. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un recul très significatif des libertés locales. Je parlais tout à l'heure de Nouveau Monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Nous sommes aujourd'hui confrontés, par exemple, à une recentralisation de la compétence apprentissage. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une suspicion généralisée des collectivités, à l'égard des collectivités territoriales sur la dépense publique. L'État n'a jamais autant dépensé et il n'a jamais autant voulu faire régresser. Plus de 65 milliards de plus depuis 2014, dont 3 milliards seulement pour les collectivités territoriales. Et l'État aujourd'hui concentre tous ses efforts. Tout à fait, mais l'État aujourd'hui concentre tous ses efforts dans la suspicion à l'égard des collectivités territoriales, au point de remettre en cause leur capacité de s'administrer librement. La liberté des territoires, c'est la capacité à changer le quotidien des Français. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron la remet en cause parce qu'en effet, il y a une forme de revanche technocratique aujourd'hui au sommet de l'État, une hyper-centralisation. Et je le disais tout à l'heure, finalement, le nouveau monde qui nous était promis, c'est plutôt de la vieille politique et des vieilles méthodes. Alors, on a des Normands qui sont présents dans le gouvernement, on va le rappeler, il y a 4 ministres et le premier d'entre eux, Édouard Philippe. On va voir cette image d'ailleurs. C'était Monsieur Marguerite d'ailleurs. Oui, on va voir cette image. C'était le 17 mai 2017. Il y a 1 an et 3 jours, l'ancien maire des Républicains du Havre remplaçait l'ancien maire socialiste de Cherbourg. Des Normands donc qui se succèdent comme ça sur le perron de Matignon. Vous avez côtoyé les deux hommes justement, David Marguerite. Ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait une campagne sur le ni droite ni gauche. 1 an après, est-ce que ce ni droite ni gauche a fonctionné ? Moi, je ne crois pas. Je crois beaucoup à la différence. Je crois que dans le débat démocratique, la différence des idées, elle est constructive. Je crois beaucoup dans la confrontation, à la capacité à dégager des synthèses fortes. Et aujourd'hui, je crois que finalement, le risque du parti unique, c'est la pensée unique. Parce que finalement, à force de vouloir niveler les idées, à force de vouloir tous penser pareil, c'est finalement qu'on ne pense plus rien et qu'on arrive à un consensus mou et que finalement les réformes ne se font pas en profondeur. Et c'est ce que je regrette à vouloir ménager toutes les différences. Mais est-ce qu'il n'a pas quelque part
reléguer en deuxième division les autres partis politiques. Mais je crois profondément que, en effet, simplement pour équilibrer le temps de parole. Juste simplement, et je laisse la parole bien évidemment, mais je dis simplement que la différence elle est fondatrice de la démocratie. Il ne s'agit pas de s'opposer à tout. L'opposition constructive qui est la mienne aujourd'hui. D'être d'accord avec tout, s'agissant notamment de M. Wauquiez. Mais moi, je voudrais juste très brièvement, on est passé de Charles de Gaulle à Laurent Wauquiez pour les Républicains, le gaullisme. On est passé de François Mitterrand à Olivier Faure pour le Parti socialiste. Et donc, quand on regarde ces quatre personnalités, on a quand même eu une forme de glissement sur la personnalité, la capacité à recueillir le suffrage du plus grand nombre et à fédérer les énergies. Et Emmanuel Macron, il n'a pas été élu par accident. Il a été élu parce que la société dans son ensemble, et notamment la société démocratique et politique, était dans une crise profonde. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, il s'est passé pas un accident de l'histoire, c'est une conséquence de l'état de la société. Il s'est passé quelque chose de nouveau dans l'histoire politique, puisque vous y faisiez référence l'année dernière, puisque en 1 an et demi, on a découvert un mouvement En Marche, qui est devenu un parti, et puis un président de la République, très jeune, 39 ans, je le rappelais, donc à la tête du pays. Aujourd'hui, il faut faire de la communication, on le sent bien, sur l'action du gouvernement, avec cette image également de ministres qui étaient en déplacement dans la région cette semaine pour assurer le service après-vente du gouvernement. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui était à Bayeux, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui lui était à Alençon pour l'opération intitulée officiellement « Les rencontres du gouvernement ». Est-ce qu'il y a besoin justement de communication ? C'est toujours paradoxal. On reproche aux élus d'être éloignés ou détachés du peuple, et les élus vont sur le terrain, on leur dit « vous faites une opération de com ». Je suis quand même surpris que l'on reproche aux membres du gouvernement d'aller à la rencontre des acteurs institutionnels et des citoyens de ce pays pour échanger sur la politique du pays. Moi, je crois qu'il y a une vraie fracture entre ce gouvernement et le peuple, précisément. Et c'est ça qui provoque aujourd'hui les mouvements qu'on connaît. Quand on entend, et certains de vos collègues, M. Kettel, qui disent « mais enfin !» les jeunes ne peuvent pas faire autre chose que de se plaindre parce qu'on va leur retirer 5 € d'APL. Ça veut dire qu'il y en a qui ne mesurent pas qu'il y a des gens qui finissent le mois à 5 ou 10 € près. Quand on entend un de vos collègues de notre région qui dit que les chômeurs, avec leurs indemnités, vont aux Bahamas, on se demande sur quelle planète ils vivent. Et y compris le Premier ministre qui, dans les colonnes du Monde, dit ces derniers jours que les premiers de cordée, pour lesquels toute la politique est aujourd'hui faite, doivent être grassement rémunérés et aidés, soutenus, assistés, je dirais, parce qu'ils prennent des risques. Mais les salariés des EHPAD qui font partie des catégories qui connaissent le plus d'accidents du travail, ne connaissent-ils pas, eux aussi, le risque ? Les agriculteurs à qui votre majorité, votre gouvernement vient de refuser une retraite à 85% non, il a refusé de du rentrer SMIC. dans le coup médiatique opéré par le Sénat, risques même tendance Et est-ce que c'est pas plutôt vers ces catégories que la solidarité que vous essayez de nationale faire devrait à aller ? répétition. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur le rythme des réformes, parce que c'est parfois ce qui plaît ou ce qui est reproché à Emmanuel Macron. Simplement pour lister... J'aurais bien voulu répondre sur le problème allez-y, du nouveau Premier ministre, parce que moi je suis tout à fait d'accord et je trouve ça très bien que Emmanuel Macron ait pris Édouard Philippe comme Premier ministre. En fait, il conforte notre position qu'on a toujours eue au Front National, de dire qu'il y avait des gens qui étaient avant à l'UMP, aujourd'hui les Républicains, et qui étaient avant au Parti Socialiste, comme M. Kettel, qui est maintenant à En Marche, et que ces gens-là faisaient la même politique. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron a fusionné tout cet ensemble-là de ce qu'on appelle aujourd'hui En Marche et qui était à l'époque l'UMPS. Et donc, on est maintenant dans un système de bipartisme où il y a des gens qui défendent le système européen tel qu'il est là, et les autres partis politiques, dont le Front National qui est en tête, qui défendent une autre vision de l'Europe. Voilà, c'est ce qu'on propose, c'est ce bipartisme qui existe. Et il y a des partis politiques qui essayent de vivre dans ce système-là, comme les Républicains ou éventuellement la France insoumise, mais on a un bipartisme
qui s'est réinstauré en France, qui est entre En Marche et le Front National. Alors, sur le rythme des réformes, simplement, on va voir ce qui s'est passé depuis un an. On s'amusait à faire une petite liste comme ça, de décisions et de chantiers qui sont d'ailleurs en cours encore. Parmi les décisions, on a eu la motorisation de la vie publique. C'était la première décision. Le premier grand texte en juin de l'année dernière. On a adopté début août, oui. Et présenté aussitôt donc par le gouvernement. La loi travail, la limitation à 80 km/h, David Marguerite, vous y faisiez référence il y a un instant, la suppression de la taxe d'habitation, pour ajouter également la suppression de l'ISF, la hausse de la CSG, et puis il y a aussi des chantiers en cours, puisque ça va très, très vite, la réforme de la SNCF, la réforme de la justice, le projet de loi immigration, enfin, apprentissage, audiovisuel, retraite. Est-ce que ça va trop vite, justement? C'est la question qu'on peut se poser. C'est pas une question de rythme, c'est une question de sens. Je crois que les Français, si des réformes allaient très vite dans le sens de la justice sociale, ils y adhéreraient, ils les soutiendraient. Or, aujourd'hui, on va dans le sens de la régression sociale et on est en marche arrière. Vous évoquez les 80 km/h sur les routes. Ne croyez-vous pas qu'il y aurait besoin d'un débat, mais pas d'un débat à... mais c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, justement? Moi, je trouve que la sécurité routière, le mieux, ce serait de mettre davantage de gens dans les trains, de supprimer le nombre de camions qu'on a sur nos routes. Savez-vous que les marchandises qui sortent du port du Havre... Moi, je suis pour que les départements choisissent en fonction de l'état des routes dont ils ont la gestion, parce que c'est pas une mesure qu'on peut prendre de manière technocratique dans un ministère. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un véritable débat ferroviaire? 4% seulement des marchandises qui sortent du port du Havre, par exemple, sont sur des camions, alors qu'elles pourraient être sur du fret ferroviaire. Voilà la réforme ferroviaire qu'on pourrait mettre en débat. Avec et vous la financez comment? De fond. Vous la financez comment? L'évasion fiscale, il y a des milliards à récupérer de ce côté-là. Ma belle-mère. Mais votre belle-mère a peut-être de très bonnes idées. Vous devriez l'écouter. Sur la question souvent. des 80 km/h, simplement pour faire un tour de table et connaître la position de chacun, pour ou contre Emmanuel Camoin? Non, mais c'est pas. On peut pas d'une manière verticale décider qu'on va tout passer à 80 km/h. Moi, je vous trouverai des routes en France qui sont limitées à 90 km/h et on peut pas rouler au-dessus de 50 km/h. En fait, c'est le rôle des départements, des élus locaux, de pouvoir décider la vie de Céline bien sûr, de pouvoir décider les vitesses que l'on doit pouvoir appliquer sur les différentes routes départementales, et y compris pouvoir décider au niveau des conseils départementaux des remises en état des routes, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a un gros volume d'accidents qui sont dus à un mauvais entretien des routes. Rapidement, très rapidement. Très rapidement. Pour le département de l'Eure, j'ai été quelques années en charge des investissements, notamment routiers, 50 millions d'euros par an de dépenses. J'ai été 15 ans maire, plus d'une dizaine de fois, j'ai été obligé la nuit d'aller annoncer la mort d'un enfant qui s'était tué sur la route à des parents. Et je peux vous dire que, de mon point de vue, rien ne vaut la peine de se priver de toute mesure qui permette de sauver ne serait-ce qu'une vie. Alors, dans les dossiers dont on parle beaucoup en ce moment, il y a également la réforme de la SNCF. Les grèves se poursuivent depuis 2 mois maintenant. Elles sont prévues jusqu'au 26 juin, à raison de 2 jours par semaine. Le projet prévoit notamment l'ouverture à la concurrence et l'abandon du statut de cheminot pour les nouveaux salariés. Qu'est-ce qu'on dit aux voyageurs, justement, qui s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances dans les semaines qui viennent et pouvoir circuler en train comme il faut? Qu'est-ce qu'on leur dit, Bruno Kettel? Moi, j'aurais été intéressé parce que je sais qu'il y a une consultation interne d'organiser chez les cheminots, mais j'aurais été intéressé, et c'est dommage qu'on n'en ait pas les éléments ou les moyens, d'organiser un sondage national. Êtes-vous pour ou contre la réforme de la SNCF? Et je pense que la réponse serait intéressante. Et ça ne veut pas dire uniquement que les gens répondent oui bêtement parce qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire aussi que... Alors là, je vous rejoins complètement. La différence entre les habitants de notre pays, elle n'est pas entre droite et gauche. Effectivement, elle est entre conservateurs et réformateurs. Moi, et je me réjouis je rejoins M. Kettel le représentant des réformateurs autour de cette table. C'est un sujet extrêmement important qu'on ne peut pas traiter à travers des postures politiciennes. C'est un débat de fond qu'il faudrait pouvoir mener sereinement dans le pays. Tout va très bien, on est très serein. Ce que ne fait pas le gouvernement, puisqu'il refuse d'ouvrir de véritables discussions. Effectivement, on pourrait même aller au-delà d'un sondage, on pourrait organiser une consultation citoyenne après avoir engagé un débat, y compris sur comment on finance
la modernisation du système ferroviaire dans notre pays. Mais dans une région comme la nôtre, c'est pour ça que je posais la question, où le train est quand même un parent pauvre, on sait que Absolument. ça circule mal. Guillaume Pépy l'a lui-même reconnu, qu'il avait une dette à l'égard de la Normandie. Absolument. Oui. Je repose la question, qu'est-ce qu'on dit aux voyageurs, David Marguerite? Moi, je posais la question des réformes, je vais répondre sur la SNCF. On est dans une situation, c'est pas le problème de rythme, c'est le problème de méthode aujourd'hui. Je le disais, on est dans une forme de dérive technocratique où ceux qui ont inspiré les réformes, bien sont dans les cabinets ministériels et de temps en temps les ministres en effet franchissent le périphérique pour aller expliquer au peuple le sens des réformes qui n'ont pas beaucoup de cohérence. Moi je le dis parce que je suis dans une opposition lucide, éclairée sur la question de la SNCF. Je ne m'opposerai pas à cette réforme, tout simplement parce que les Républicains ont souhaité cette réforme auparavant, qu'elle a du sens, qu'en effet on réforme un statut de 1920 qui a été fait dans un contexte qui a été fait dans un contexte bien de droite et de gauche. On voit qu'il est et de droite et de droite. Non, absolument pas, parce qu'on pourrait citer à contrario d'autres réformes où je ne suis absolument pas d'accord. Sur cette réforme, en effet, de façon lucide et éclairée, nous la soutenons parce qu'il y va de l'intérêt même de la SNCF, qui est aujourd'hui dans une situation de 54 milliards de dettes. Certaines réformes qui sont proposées par le gouvernement aujourd'hui vont dans le bon sens, c'est ce que vous dites. Oui, mais je le dis en même temps que je dis ça. Je dis ça parce que ces réformes, en effet, vont dans le bon sens, mais la ligne directrice aujourd'hui, elle est technocratique, elle est hostile aux libertés. Je pourrais citer une réforme que je suis de très près, la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est une catastrophe pour le pays, je le dis, parce que le gouvernement a choisi, parce qu'il est dans la construction, parce qu'il est dans une construction technocratique, de privatiser l'apprentissage, qui est extrêmement grave. Alors parlons de recentraliser. Sur la formation, je voudrais bien parler de la SNCF, parce que là, on est en train de parler d'intérêt catégorial qu'il faut effectivement défendre, pourquoi pas, mais on ne voit pas quel est le problème majeur qui est drainé par cette réforme. Ce statut qui est aujourd'hui un statut d'EPIC, d'un établissement public industriel et commercial, va être transformé en société anonyme. Sur la question de l'apprentissage, simplement, il nous reste... On va ouvrir à la concurrence et maintenant on va avoir des lignes... Non, la concurrence, on y est déjà, puisque nous, on est déjà sur les marchés internationaux et que 25% du chiffre d'affaires de la SNCF est fait si vous voulez aller en Allemagne, vous prenez effectivement des lignes de chez Siemens ou des lignes TGV françaises. Mais le problème, c'est cette ouverture à la concurrence et va se poser le problème des différences de traitement au niveau des catégories de personnel qui se trouvent à la SNCF et les catégories de personnel qui vont se trouver dans le système privé. Alors, se posera aussi le problème. C'est ce qui se passe chez Orange et à la Poste. Oui, mais bien sûr. Mais c'est justement là où il faut réformer. Et on aura le même problème avec la région de savoir comment on traite la mobilité régionale. Alors, il nous reste quelques secondes pratiquement d'émission. Simplement, je voudrais connaître votre point de vue sur la réforme de l'apprentissage. C'est votre spécialité, David Marguerite. Vous avez en charge ce poste à la région. Est-ce que l'État doit récupérer la gestion de la politique de l'apprentissage ? Les territoires savent gérer aujourd'hui des compétences parce qu'elles le gèrent dans la proximité. Et l'apprentissage, nous le gérons dans la proximité. Le gouvernement passe à côté du vrai sujet qui est le sujet de l'orientation et choisit de casser le système en le privatisant. Aujourd'hui, il y a un risque de fracture territoriale extrêmement forte, un risque de disparition des CFA dans nos territoires ruraux. Je pense à des territoires ruraux de notre région qui sont aujourd'hui directement menacés. Nous estimons aujourd'hui que un tiers des CFA normands sont menacés de disparition du fait de cette réforme. C'est extrêmement préoccupant parce qu'il y va d'une offre de proximité, de formation sur nos territoires et donc d'une question d'emploi parce que finalement l'apprentissage, on est, je pense tous d'accord là-dessus, c'est une voie d'excellence vers l'insertion professionnelle et l'épanouissement personnel. Bruno Quettel, la réponse justement, votre réponse à David Marguerite sur la question de l'apprentissage. Sans vouloir me défausser, moi je crois que la question de l'éducation, elle tient surtout à l'enseignement de la lecture, de la façon de compter et de la capacité qu'auront les jeunes à bien se former. Sur la question spécifique de la formation professionnelle, on ne pourra rien faire sans les régions. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous leur tournez le dos complètement. Non, mais j'ai bien compris que le président des régions de France était dans une posture. C'est pas une posture, c'est une réalité. Nous demandons simplement de laisser au territoire d'opposition à tout ce qui peut entraîner une politique nationale. C'est normal pour lui. Élu normand, au même titre que Bruno Le Maire et Édouard Philippe, il faut qu'il lui reste un espace. Et aujourd'hui, il n'en a pas. Ça nous demandons au territoire la liberté de pouvoir changer le quotidien concrètement des Français, ce que vous ne faites pas. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On va regarder le dessin de celui de la semaine. Il revient sur cette première année, justement, de la présidence Macron. Bonjour à tous. Il y a un an, Emmanuel Macron remportait son double pari.
double pari, devenir président de la République et puis constituer une large majorité à l'Assemblée nationale. Alors, pour fêter ça, j'ai préparé un gâteau. Vous avez vu, il est en forme de pyramide du Louvre. Au sommet, on y trouve notre couple princier, Emmanuel et Brigitte. Au milieu, le majordome Édouard Philippe. Et en dessous, toutes les petites mains qui ont permis cette victoire. Enfin, quand je dis des petites mains, c'est plutôt des petits pieds. Alors, pour faire un bon député marcheur, ça paraît évident, il faut de bonnes chaussures. Il faut qu'elles soient souples et légères, un peu comme des chaussures de sport, vous voyez. Surtout quand on est poursuivi par des cheminots, des étudiants, enfin tous ceux qui sont en colère contre le gouvernement. Et puis, il faut aussi des chaussures larges et élastiques, ce qui permet de les mettre sur la tête pour ne pas voir le contenu de certains textes qui heurtent les idéaux de certains. Alors, vous allez me dire, vous vous rendez compte, ces députés, ils sont bêtes comme leurs pieds, ils votent comme des godillots. Bon, il faut juste savoir une chose, si certains ont des velléités de marcher de travers, vous avez vu, ils sont recadrés illico presto par le couple de choc Castaner-Ferrand. Enfin, écoutez, franchement, au diable les critiques. Réussir à faire marcher des hommes et des femmes venus d'horizons politiques différents dans le même sens, moi je dis, mais chapeau, monsieur le Président. Bon dimanche et bon appétit. Merci, Chonu. On arrive à la fin de cette émission. Cette année, on l'a passé avec Emmanuel Macron. L'an 2, ça va ressembler à quoi, Bruno Kettel ? Ce sera la poursuite des réformes, la poursuite de la modernisation de la France. Et d'un point de vue politique, vous voulez dire ? Oui. Je pense qu'avec de la pédagogie, ce qui a été fait ces 2 derniers jours, de plus en plus de monde viendra approuver les réformes. Votre conclusion, David Marguerite ? Je dirais que moi je souhaite bien sûr bonne chance au gouvernement parce que c'est dans l'intérêt de notre pays que de le faire, mais je lui souhaite vraiment de rectifier le tir maintenant en entendant la voix des territoires, des libertés, des aspirations concrètes. Moi je pense que l'État doit se concentrer sur ses missions essentielles, stratégiques, la justice, la police, et qu'il doit laisser au territoire le soin de modifier le concret des Français et des Normands en particulier. On a un Premier ministre normand, c'est aussi pour agir concrètement sur notre territoire. Emmanuel Camoin, juste en quelques secondes là, le mot de la fin. Oui, mais l'an 2, ça sera la continuité de l'an 1, c'est-à-dire qu'on va continuer à augmenter les impôts, continuer à privatiser, et on aura une société de la marchandisation. Et vous avez 5 secondes, Céline Brulin, 10 secondes pour finir. Écoutez, moi j'invite tous les Normands à la marée populaire que nous organisons le 26 mai prochain, et je suis sûre que le coefficient de marée en Normandie va être très ample et puissant pour qu'on se rassemble contre cette politique et qu'on y mette un coup d'arrêt. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique. Bon week-end sur la 3 et à très bientôt. Des centaines